Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons Relations. Alors, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter une nouvelle thématique où on va parler de la relation parent-enfant. Et nous avons avec nous quelqu'un de très spécial qui est Véronique Périac, une passionnée de Dieu, une formatrice et une intervenante sociale qui a de l'expérience depuis plus de 20 années en France et au Canada. Et elle est également détentrice d'un diplôme d'études supérieures en travail social et en sciences de l'éducation. Et elle détient également un diplôme à la Sorbonne en ingénierie et management des organisations. Donc, elle a vraiment un bagage d'expérience en ce qui concerne vraiment les relations dans les familles, avec les enfants, les adolescents également. Et c'est une mère de 2 jeunes adultes. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Des mots pour les mots. Et elle a également des œuvres, des livres qu'elle a produits, des jeux éducatifs pour les enfants qu'elle a produits. Puis on pourra en parler plus en détail à la fin de cet épisode. Aujourd'hui, le sujet qu'on va vouloir aborder, c'est vraiment en lien avec les parents immigrants ici au Canada et vraiment discuter un peu de les choses, les défis qu'ils peuvent avoir ici face au contexte culturel, à l'éducation de manière générale. Et j'ai quelques questions à Véronique vraiment pour nous partager son expérience du terrain également et aussi son expertise professionnelle spécifiquement pour les parents immigrants. Alors, première question pour toi, Véronique. Comment les différences culturelles peuvent-elles affecter les choix éducatifs des parents immigrants? Merci Cindy pour l'invitation. Ça, c'est toujours un plaisir de venir dans ton émission. Alors, en plus, c'est des sujets qui me tiennent à cœur et c'est des choses aussi que j'ai pu vivre, hein, parce que moi, je suis pas forcément québécoise, hein, on est dans une société québécoise et j'ai dû immigrer, venir m'installer ici. Et il y a eu des challenges aussi. Euh, voilà, c'est vrai que bon, je venais de la France, mais en même temps, j'ai aussi des origines un peu, voilà, de la Caraïbe et tout ça. Donc, effectivement, c'est un enjeu culturel et puis de s'installer ici au Québec et c'est en même temps l'expérience de vie aussi et là aussi l'expérience professionnelle parce que je rencontre aussi des populations migrantes dans mon public, pas que bien sûr, mais il y en a quand même quelques-unes et ils rencontrent des défis majeurs, des défis un peu spécifiques finalement. Alors, c'est vrai que les problématiques les plus courantes au niveau éducatif, alors je vais vous brosser le tableau comme ça, mais souvent ce qu'on rencontre, les enjeux, c'est des problèmes de stimulation des enfants et puis des problèmes de méthodes éducatives inappropriées, notamment on regarde des lois qu'il y a ici au Québec et puis aux droits des enfants finalement. Donc c'est souvent un peu l'écueil. C'est pour ça qu'on a pas mal de populations qui sont en difficulté avec le système. On nommera pas forcément les institutions, on les connaît, les institutions qui aident les parents et notamment qui sont un petit peu au fait de vérifier si la sécurité de l'enfant est compromise ici au Québec. Et ben, c'est sûr que des fois, il y a des populations migrantes qui comprennent pas très bien comment fonctionne le système et qui se retrouvent finalement un peu malgré eux à devoir faire face aux institutions ici, parce qu'il faut rappeler que l'enfant au Québec, il appartient à l'État. Il appartient pas aux parents. Alors, Wow. on regarde, j'ai oublié de le dire, mais on regarde si la sécurité et le développement de l'enfant est compromise. Si sa sécurité et son développement est compromis. Wow. Je pense qu'on fera juste un épisode juste pour ça. Parce que ce que tu expliques ici, en fait, c'est vraiment euh, quelque part une ignorance de ces parents-là qui viennent finalement sur le territoire-là. Donc une ignorance par rapport à la réglementation, aux lois qui existent et comment s'adapter en fait à ces règlements-là. Parce que
on vit dans des sociétés où malheureusement et heureusement, parce que les lois et les règlements sont là pour apporter Un le équilibre cadre aussi et et un cadre, l'équilibre. oui. Sinon, ce serait le chaos, puis tu sais, on vivrait dans des pays sans foi ni loi. Mm. Et c'est important pour ces parents-là de s'informer, de s'informer et d'être informés de ces choses-là pour justement s'adapter et adapter leur éducation par rapport à leur relation avec leurs enfants finalement. Oui, c'est très important, mais je dirais que les gens partent avec un bagage culturel, puis ils ont aussi leur propre histoire familiale, la manière dont ils ont été éduqués, ça aussi ça impacte, et parfois les gens n'ont jamais fait un état des lieux, un bilan, une introspection. Qu'est-ce qu'il y a dans l'éducation que m'ont transmis mes enfants que je veux garder, puis qu'est-ce qu'il y a que je veux pas reproduire? Par exemple, ça veut pas dire du tout que l'éducation qui est proposée ici est la parfaite et elle est la seule qui est véritable et qui a un impact positif. Pas du tout. En Occident et peut-être ici au Québec, il y a des écueils aussi. L'idée, c'est pas de dire ce que vous apportez quand vous venez d'un autre pays, c'est totalement à bannir, c'est nul et tout ça. C'est se dire entre les deux. L'éducation qui est véhiculée ici et l'éducation qui est qu'on a du pays, qu'on trouve un bon juste milieu. Exact. Parce que dans les deux, il y a des écueils. Hein? Dans une, l'écueil, c'est l'enfant roi, puis l'autre, c'est l'enfant maltraité avec abus. Alors, et tout type d'abus, hein. On parle pas que de l'abus physique, il y a plein d'abus psychologiques, émotionnels, etc. Donc, voilà. Et entre les deux, il y a un juste milieu. Et c'est ce juste milieu qu'on vise. C'est la fermeté bienveillante. Ouais. Ça, c'est vraiment fondamental. Puis, je trouve que avec ton bagage ou ton expérience culturelle, parce que tu en as 3, finalement, les Antilles, la France et le Québec, tu as, et ton bagage professionnel, tu apportes cette lumière-là vraiment à ceux qui nous écoutent, de vraiment pouvoir faire ce bilan-là de qu'est-ce qui est bon ici, puis comment je ramène ça pour vivre. C'est quoi le terme que tu as utilisé? Cet équilibre. Ah, l'équilibre, c'est la fermeté bienveillante. Parce qu'il en faut de la fermeté. Bienveillante, mais il faut de la bienveillance aussi. Alors, c'est ça qu'il faut viser. Oui. Alors, vous avez compris. Visons la fermeté bienveillante. La deuxième question. Comment les parents immigrants peuvent-ils maintenir leurs propres valeurs et traditions éducatives au sein de la culture, de la société où ils vivent? Là, on parle du Canada, mais ça peut être en France, ça peut être ailleurs aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est au Québec, et le Québec est un pays très multiculturel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif, dans le sens où, quand on arrive au Québec, les Québécois, les populations ici sont assez ouvertes à que les gens gardent leur culture, ok? Juste qu'il faut que ça rentre dans un certain cadre. Alors, ce qui est intéressant, moi qui ai fait la différence un peu avec la France et ici, par exemple, en France, on n'est pas on est plutôt dans une autre mentalité. Ici, les populations québécoises et autres, ou pas forcément québécoises, mais en tout cas, elles peuvent facilement aller chercher à connaître la culture, les traditions, les plats de certains pays, la langue, etc. Il y a de la curiosité quand même de connaître un peu ce que l'autre peut apporter dans sa société. C'est une société multiculturelle, et c'est ici que j'ai été estomaquée de voir autant de restaurants différents, de voir des Québécois qui mangent dans dans les restaurants haïtiens, de voir que les gens s'intéressent finalement, mais pas seulement de façon exceptionnelle, très quotidienne. Et je trouve ça très avantageux. Et puis c'est comme ça que justement les gens peuvent garder leurs plats, les plats de pays, manger les choses qui sont... Parce que ça, on a le droit, hein. Je veux dire... la loi n'est pas contre ça, fêter les fêtes du pays, parler la langue du pays, que ce soit le créole, les langues du pays, Afrique ou autres, Amérique latine et tout ça, espagnol. D'ailleurs, l'espagnol est beaucoup parlé ici au Québec. Très parlé. Je crois que c'est l'une des troisième langue. Oui, troisième après, oui. Effectivement, troisième langue.
Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on garde son bagage culturel, c'est comme ça qu'on garde ses traditions, le folklore, la musique qu'on écoute, les plats qu'on mange, les habits, comment on s'habille. Mm. Parce que ça aussi, hein, on peut très bien porter des choses qui rappellent un peu notre culture, tout ça. Oui. Et puis les livres qu'on lit, et puis les lieux qu'on partage, les fêtes familiales ou les fêtes de la diaspora qui est justement partie à l'étranger, les mariages et tout ça. Mhm. Là, c'est des bons lieux de rassemblement, on rencontre la communauté et puis on peut vivre sa culture et Ouais. c'est absolument accepté. Ouais, ouais, Mais il y a ouais. certaines choses qu'il faut plus cadrer. Hmm. Très intéressant. Là, comment les parents immigrants peuvent-ils soutenir leurs enfants dans tout ça, tu sais, l'adaptation à la culture, ou même à la langue aussi, là. Moi, je sais que personnellement, quand je suis arrivée, étant donné que je n'avais jamais été exposée à l'accent du Québec, ben, j'ai dû avoir un temps d'adaptation, par rapport à ça. Ça m'a pris un mois facile, là. Ben oui, c'est vrai que je suis un peu dans le même cas parce qu'on m'avait dit, ah, tu sais, le Québec, on parle français. Oui, mais c'est pas tout à fait le même français. Oui. Donc, il y a de l'adaptation à faire. Et c'est intéressant de s'adapter aussi parce Mm. que c'est ça les clés pour l'enfant aussi, pour la Mm. famille, pour s'intégrer dans un pays. Il faut essayer de s'intéresser à la culture. Puis, il faut essayer on est dans un pays comme le Canada où il fait froid. Ouais. Alors, si on reste chez soi, puis qu'on se dit, je supporte pas la neige, on est mal parti. Parce qu'en fait, les temps de neige ici, c'est je sais pas combien 6 de mois mois, par année, là. 6 mois par année, voilà. Donc ça veut dire que si tu sais pas, si tu t'intéresses pas aux cabanes à sucre, aux glissades, au Au ski, ski, aller faire des oui. spas, je sais pas moi, plein de choses qui se font en hiver ou l'espace pas seulement en hiver, mais en tout cas des choses qui se font dans ce pays Les parce que c'est un petit activités peu d'activité, extérieures, voilà. ouais. Tu vas t'ennuyer là. Puis tu Mm. vas faire un repli sur toi-même et puis tu vas te dire mais pourquoi je suis ici en fait. Puis le pays Mm. va te manquer. Tandis que si tu vas vers les gens, puis que tu t'essayes de t'investir, de rencontrer des gens issus des populations locales, tu vois, ça va être beaucoup plus simple. Puis c'est bien d'être de temps en temps de revenir aux sources, être entre eux-mêmes, mais c'est aussi d'aller voir aussi les autres. Parce que ici on a la chance qu'ils soient pas fermés et c'est important de s'ouvrir. Et je trouve que c'est intéressant aussi de connaître les institutions et comment ça fonctionne. Par exemple, ce qu'on peut constater des fois, c'est les manques de stimulation. Hein. Des fois, c'est pas forcément culturel que de se dire allez, on va jouer avec les enfants, ou on va jouer avec les enfants, on va aller dans un pour certaines populations Ouais. pour se dire on va aller je sais pas lire un livre ou je sais pas aller à la bibliothèque, aller à la pédiatrie sociale, faire des activités de stimulation, aller à la CPE, garderie, tout ça. Bon bref, il y a des choses il y a des lieux où on va pouvoir stimuler l'enfant. Ouais. Et si on reste dans un clos fermé comme ça, puis qu'on va avoir que des gens de sa communauté, puis qu'on va pas voir l'extérieur, on va pas bénéficier de ça, et puis on va pas en faire bénéficier nos enfants. Donc ce qui est important, c'est l'ouverture, et c'est aussi connaître les institutions, connaître un petit peu ce qui existe pour aider, connaître les organismes communautaires. Connaissent les activités qu'ils proposent autour de chez soi. Il faut s'y intéresser finalement. Faut s'y intéresser. Faut avoir cette curiosité-là de s'intéresser à ce qui nous entoure pour pouvoir profiter pleinement de ce que la société québécoise apporte ou canadienne et faire les choses autrement. Moi, je sais que quand et puis quelque part, faut prendre le bon côté de ce que cette société-là peut nous apporter. Et puis contribuer aussi. Et contribuer aussi, effectivement. Parce qu'ils sont pas fermés. Oui. Parce que, tu sais, ce que tu apportes là, la stimulation de l'enfant, ça, c'est quelque chose, je trouve, qui manque, en tout cas, moi, personnellement, du côté du Cameroun, il y a personne qui stimule son enfant. Zéro, là. À part peut-être les élites, on va dire, parce que ils ont le support nécessaire pour dire ok, bon, emmène l'enfant à la piscine ou je sais pas trop quoi. Donc ils ont cette facilité là, mais après on va dire que les enfants ont eu d'autres problèmes là, l'absence des parents, etc. Mais majoritairement, c'est pas dans le quotidien des gens de dire ok, tu sais, je vais emmener mon enfant, on va aller dans quelque chose, enfin à la piscine, ou on va faire ci, on va faire ça. Et puis parce que la façon dont la société aussi est faite, il n'y a pas de divertissement pour les enfants.
Il y a des manques qui existent vraiment dans ces sociétés-là qui font qu'on ne pense pas à se dire, OK, je vais emmener mon enfant et on va faire tel aspect-là. Donc, ce qui fait qu'on a des parents qui viennent avec ce lifestyle-là, ce rythme de vie-là, ici, répéter la même chose. Mm. Et parce qu'ils n'ont jamais été exposés à ça, pour eux, c'est comme normal. Ouais. Et c'est vrai ce que tu dis, en fait, parce que moi, ça me permet de comprendre un peu mieux pourquoi est-ce que les gens profitent pas de ce qu'il y a dans le milieu dans lequel ils immigrent. T'émigres dans un lieu, mais tu profites pas de toutes les ressources. Et c'est dommage, parce que tes enfants, eux, ils ont grandi ici. Donc, il faut que eux, ils bénéficient. Non, ils sont en retard par rapport aux ceux qui sont nés ici, mais qui en bénéficient. Donc, c'est leur donner un mauvais départ que de pas profiter de toutes ces ressources, en sachant que c'est leur donner un bon départ dans la vie. Je trouve que c'est dommage que les gens ne s'en rendent pas compte, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, la stimulation, c'est l'écueil prioritaire. Et pourquoi? Parce que souvent, quand on immigre, on est rivé vers, il faut que je réussisse à m'intégrer ici, donc il faut que je travaille. Donc, c'est vrai qu'ils ont des enjeux au départ pour trouver un travail, etc. Après, quand ça c'est réglé, bon, après je vais travailler non-stop, je vais même prendre 2 jobs. J'ai pas le temps avec mes enfants, mais c'est pas grave, il faut qu'on achète la maison. Ok, tu peux avoir la maison, mais le temps de qualité avec tes enfants, c'est pas quelque chose à sacrifier. C'est pas quelque chose à sacrifier que de passer du temps à jouer avec ses enfants. C'est pas quelque chose à sacrifier parce qu'en fait, tu es en train de perdre les meilleures années. Et puis après, tu te rends pas compte, mais cette place que tu n'as pas occupée, c'est quelqu'un d'autre qui va l'occuper. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le gang, ça peut être tout. Des personnes qui vont prendre la place du parent qui était pas là, il était absent. On va te dire, il avait une bonne raison, il fallait qu'il cherche sa vie, il fallait qu'il trouve, il fallait qu'il installe. C'est tout à fait louable. Mais il faut pas sacrifier ça au dépens de ta relation avec ton enfant, parce que le problème, c'est que ce qui va rester en vérité, c'est cette relation, c'est ces souvenirs qui sont créés, c'est ce temps de qualité qui va rester, et ce que tu n'as pas construit, tu peux pas le rattraper. Et la maison, bah, finalement, tu vas te rendre compte que tu peux évoluer dans une super belle maison, et tout le monde est triste, tu peux avoir des gros challenges parce que ton enfant, bah, finalement, il a développé d'autres problèmes à côté, mais tu as une super maison avec la belle piscine. Mais en fait, finalement, le choix, la priorité n'était pas au bon endroit. Exact. Donc, bien sûr qu'il faut travailler. On est des parents responsables mais il faut aussi dire, il y a des choses qui sont pas négociables. Et ma relation avec mon enfant, c'est pas négociable. Parce que si c'est pas moi qui le fais, c'est qui va le faire? On avait tendance de dire, tu sais, le phénomène des enfants avec la clé autour du cou, là, qui rentrent tout seuls. Il y a à la maison, il y a personne. Papa est au travail, maman est au travail, ils vont se gérer tout seuls. La routine, il y a personne pour superviser. Tu vas faire tes devoirs tout seul. Il y a personne qui va vérifier. Après, tu vas juste prendre parfois des baffes parce que tes résultats ne sont pas corrects. Tu vas devoir gérer ton coucher, t'es autonome. Alors, ces enfants-là sont super débrouillards. Hein. Super. Mais bon, le problème, c'est que la relation, c'est pas créée avec le parent. Et là, il y a un gros manque, en fait. Pourquoi? Parce que on va te dire que dans un contexte migratoire, ben, on est en train de chercher sa vie. Mais il faut toujours... faut trouver un équilibre. Voilà. Tout ça. Toujours l'histoire de l'équilibre. Ouais. C'est pas évident, mais il faut prendre ça au sérieux. Puis, tu le disais... c'est pas du temps perdu, en fait. C'est ça. Parce que les gens ont tendance à croire, ah bah le temps, mais là, regarde, je fais pas de quelque chose non, c'est pas, oui, ben, tu joues avec ton enfant, mais en fait, là, tu es en train d'apprendre à ton enfant plein de choses, en fait. Lui parler à un bébé, ça lui apprend plein de choses. C'est les premières fois. C'est comme ça qu'il va accéder au langage. Si tu parles pas à un enfant, puis tu penses qu'il peut rien comprendre. Après, tu t'étonnes, bah, l'enfant, il parle pas. Il a quel âge? Bah ouais, bah, il est en retard. Bah oui, parce qu'en fait, tu lui as pas parlé. Wow. Tu sais, c'est des trucs tout bêtes. Des fois, mais c'est des trucs que les gens ne savent pas. Non, c'est ça. Waouh. C'est fou, là. C'est vraiment fou parce que, tu sais, je peux le voir, des exemples comme ça. Puis, il y a un exemple que je voulais te partager. J'ai eu à rencontrer, tu sais, une fille de plus d'une trentaine d'années, hein, qui, issue de parents immigrants haïtiens, mais qui n'avait pas eu cette ouverture-là de pouvoir comme explorer, on va dire, les choses qui l'entourent dans cette ville-là, tu sais. Donc, c'est comme pour la première fois, tu sais, elle avait pu faire telle activité ou telle activité. Donc, c'est comme si il y a eu un décalage en fait dans son développement, on va dire,
devait explorer, si on veut, certaines choses avec son parent ou développer cette curiosité-là, vraiment de pouvoir apprendre de nouvelles choses, faire des activités hivernales, etc. Mais elle a eu l'occasion de pouvoir le faire étant adulte. Parce que ces choses-là, elle pouvait pas le vivre avant, quoi, parce qu'il n'y avait pas ces opportunités-là, finalement. Mais c'est vrai, c'est très vrai. Et c'est des opportunités qui sont perdues et c'est problématique parce qu'après, les gens, ils sont un peu en décalage, comme tu dis. Ils sont en décalage parce qu'ils savent pas comment ça fonctionne. Et puis, c'est sûr aussi qu'est-ce qu'ils vont reproduire en tant que parents. Parce qu'ils n'ont pas eu accès. Et oui, ça a des répercussions sur le développement de l'enfant. La stimulation. Regarder un enfant quand on lui parle, des trucs comme ça, c'est tellement important parce que ça a des répercussions sur le développement. Et ça, on n'en veut pas des problèmes de développement chez les enfants. Non. Mais c'est tout bête, des fois. C'est tout bête. Hein, c'est un enfant qui peut pas, il va se salir. S'il fait un peu, il va mettre du bazar. Ouais, mais en fait, il faut qu'il explore. Puis il faut qu'il grimpe un peu parce que c'est là qu'il va commencer à pouvoir se tenir debout. Ses muscles sont pas encore fortifiés. Il faut qu'il forme les muscles. Il m'a marché à 4 pattes. Parce que oui, c'est ça qui va permettre qu'il va passer debout. Mais si tu lui interdis tout, puis que tu le mets tout le temps dans le lit, puis que ceci, il va pas marcher. Manque de stimulation. Des choses simples. Et pour ça, il y a des lieux, des parcs à jeux, des trucs, on peut construire des bricolages avec l'enfant, ça va travailler sa concentration. C'est comme ça. Parce que pourquoi est-ce qu'on propose des bricolages aux enfants? Pourquoi on leur propose des jeux de construction et tout ça? Ça permet, ça travaille en fait sa créativité, son imagination, ça travaille son agilité. Et puis après, tu vas te rendre compte que cet enfant-là, il est très bon en dessin, il est très manuel. Et c'est ça, et il découvre des talents. Et tu découvres les talents de l'enfant tout simplement parce que tu les as stimulés. Oui, waouh. Et ça, là, vraiment, les parents qui nous écoutent, retenez cette clé-là, vraiment, c'est de stimuler vos enfants afin qu'ils puissent découvrir leurs talents, qu'ils puissent bien se développer. Également, c'est vraiment important parce que l'enfant, c'est votre responsabilité. C'est à vous de le protéger, de lui montrer les choses de la vie pour l'équiper pour sa vie adulte, finalement. Et puis, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'un enfant se développe par mimétisme. Donc, il reproduit ce qu'il a vu faire. Alors souvent, les parents sont surpris. Des fois, il y a des gens qui vous disent, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Là, non, il faut montrer le bon exemple en fait. Et les enfants, c'est pas de leur faute, c'est inconscient, mais de toute façon, c'est comme ça que c'est fait. Un enfant, ça va reproduire ce qu'il a appris avec ses parents, ce qu'il a vu faire. Exact. Si on apprend à un enfant à cuisiner, si on cuisine avec lui, il va apprendre déjà à cuisiner lui-même, puis il va pouvoir le transmettre et tout ça. Tout ce qu'il apprend avec ses parents, c'est ce qu'il va pouvoir transmettre. Et puis il va apprendre l'autonomie. Il va apprendre aussi le goût, tout ça, c'est absolument pas anodin en fait. Il faut comprendre que ça a un sens et que ça a une finalité. Exact. Waouh, j'adore. La prochaine question. Comment les systèmes éducatifs canadiens peuvent aider les parents immigrants? Comment ils peuvent mieux soutenir les parents immigrants? Bon, c'est vrai que c'est bien qu'ils soient sensibilisés à tout ce qui est interculturel. Parce que des fois, il y a comme une incompréhension entre ces deux mondes. Alors, et il faut aussi que les populations migrantes soient ouvertes. Parce que des fois, il y en a qui sont échaudés, qui veulent plus rien entendre du système. Mais il y a aussi le système qui doit s'adapter à eux et puis proposer des ateliers pour montrer. Parce que quand on dit aux gens, là, tes méthodes, là, ta manière, là, on a constaté que c'était violent. Oui. Il faut montrer comment il faut faire. Donc c'est bien de proposer des ateliers, des choses comme ça. Je sais qu'il en existe très peu, mais où on dit, en termes de méthode, on te dit que ça c'est pas forcément bon, mais on peut te proposer ça. Il faut toujours proposer une alternative parce qu'évidemment, quand il y a un vide, ce qu'on constate, ce que je constate souvent, c'est quand, par exemple, le système, pour pas nommer les organismes, vient dire aux parents, là, ce que vous faites c'est pas bon, et puis on dit que c'est des méthodes inappropriées, puis qu'il y a violence, il y a abus physique, etc., etc. Là, il faut montrer.
comment est-ce qu'on peut faire autrement? Parce que les autres, finalement, les personnes immigrantes, elles peuvent se dire, écoutez, on m'enlève toute mon autorité, on m'enlève, je suis plus le père, finalement, c'est le système qui prend ma place, puis on me dit qu'il faut pas faire ci, ça, mais qu'est-ce que je fais à la place? Et il y en a plein qui se découragent comme ça, ils se disent, je peux rien faire avec mon enfant. Parce que sinon, je vais avoir le tel organisme, la DPJ, tout ça là, sur le dos. Mais en fait, il faut leur montrer comment il faut faire. Il y a des alternatives. Et pour ça, il faut monter les bonnes pratiques. Il faut outiller les gens. Il faut montrer comment il faut faire. Ce qui est admis ici. Oui. Donc là, c'est vraiment, comme tu dis, le système, en essayant de comprendre et de s'adapter et d'apporter des outils. Donc finalement, ils font de la sensibilisation, puis de la prévention auprès des parents, avant de poser des actions drastiques, on va dire, pour leur montrer de meilleures manières de pouvoir agir dans leur quotidien avec leurs enfants. Absolument. Comment les parents immigrants peuvent-ils établir un réseau de soutien pour eux et pour leurs enfants? Cette question, elle fait un peu écho à celle qu'on s'est posée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à ce qui existe, ton environnement. Il faut s'intéresser aux institutions, il faut s'intéresser aux ressources, il faut s'intéresser aux organismes communautaires qui existent. Il faut s'intéresser à tout ça pour pouvoir prendre le meilleur et puis transmettre à tes enfants pour qu'ils aient des outils. Et puis, toi aussi, tu peux t'investir parce que c'est important que les gens se côtoient, en fait. Parce que c'est aussi beaucoup parfois des incompréhensions, puis chacun reste dans son côté, puis qui n'apprennent pas à se connaître, s'investir dans la cité aussi, même au niveau politique, si on veut que les choses changent, c'est important. C'est accessible. Même dans un CA de garderie. Absolument. Ou de l'école, par exemple. Dans les CA, c'est très bien, oui. Ouais. Ça permet d'apporter une voix et puis de se dire, OK, voilà, nous, on a constaté qu'il y a ça comme problème, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution? C'est aussi réagir autrement et se dire, on n'est pas juste à subir, mais on peut être vecteur de changement et puis on peut être une part de la solution. Dans le sens où, OK, d'accord, donc on a constaté qu'il y a ça comme problème, comment on peut essayer de le régler? Pour que les gens réussissent à nous comprendre et puis que nous, on puisse les comprendre. Parce que le cadre légal, il est légitime aussi, Parce que ce qui est important, c'est que les parents, même les parents immigrants, parce que qu'ils essayent de comprendre c'est quoi le besoin de leurs enfants. Pourquoi est-ce qu'il faut les stimuler? Puis c'est quoi les méthodes éducatives alternatives? C'est quoi? Ça, c'est des trucs concrets. Pas juste dire il faut pas faire ça. Ou alors pouf, on place l'enfant dans une maison dans une famille d'accueil ou n'importe quoi parce que on se dit que voilà. Alors il faut s'interroger un minimum sur les droits de l'enfant. C'est quoi les droits des enfants? Et puis pourquoi c'est légitime en quoi? Mais c'est intéressant de savoir les droits de l'enfant. Droit à la santé, il y a comment on appelle ça déjà? La Convention des droits de l'enfant des Nations Unies. Elle est très intéressante, il faut aller la regarder. Parce que c'est sur ça que s'appuient certains services comme par exemple les pédiatries sociales et tout ça. Ils s'appuient sur OK, les besoins des enfants, c'est ça. Des fois, les parents ils sont même pas au courant de c'est quoi les besoins d'un enfant. Et puis c'est quoi les stades de développement d'un enfant? Un enfant à tel âge, il sait faire ça ou il sait pas faire ça ou il est censé savoir faire ça, etc. Il est censé ça c'est intéressant de le savoir parce qu'on peut savoir si on est en phase ou s'il y a un petit retard de développement ou s'il y a des stimulations à faire dans certains domaines, etc. Écoute, là tu nous apprends tellement de choses. Ça prend une école pour les parents. Ça prend une école pour les parents parce que j'imagine, tu sais, le parent qui est en train de t'écouter en ce moment, qui se dit, waouh, faut que j'apprenne tout ça et tout. Mais oui, tu sais, ça te prend ça prend des outils. Ça prend des outils. C'est pas honteux en plus de se le dire. C'est juste pas naturel. Moi, j'interviens dans plein de familles québécoises. C'est le gros de ma population. Et est-ce que les gens sont outillés? Pas plus. Je veux dire, devant des crises d'un enfant qui est en opposition ou qui consomme ou qui se mutile ou qui vraiment aujourd'hui il y a plein de problématiques, des problèmes de santé mentale, des problèmes de fugue, de comment dirais-je, des enfants qui vont plus à l'école. On appelle ça absentéisme scolaire. Voilà, il y a plein d'enjeux avec nos enfants. Et ça, c'est des problèmes. Voilà. Tout à fait. C'est pas juste l'éducation, c'est pas juste un long fleuve tranquille où il y a jamais de problème et les enfants, on les apprend juste à avoir des habilités sociales et tout ça. Non, il y a des problèmes. Et puis on fait juste prier, c'est bon, Dieu va gérer. Non. Alors, il faut prier, mais alors c'est pas juste ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir
il faut mettre en place des choses et Dieu il passe toujours par un être humain. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à un certain moment, les gens ils aillent chercher l'information, ils aillent se former et puis des fois ils fassent appel à des professionnels parce que c'est pas juste de prier. Ouais. Et puis des fois il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on sait pas faire. Et non, c'est parce que c'est vrai après. Souvent, c'est l'écueil chez les chrétiens, c'est-à-dire qu'on pense que tout est juste par la prière et puis mais Dieu il te demande de t'équiper aussi, Ouais. il te demande d'être formé aussi, Passer à l'action. il te demande de passer à l'action. Le parent qui va t'écouter aujourd'hui, qui va réaliser certaines choses. Si demain matin, il doit aller voir, cogner à la porte de quelqu'un pour dire j'ai besoin de quelque chose là pour m'outiller pour tel aspect. C'est pas évident parce que moi je t'avouerais que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lieux. Je pense qu'il y a une curiosité personnelle à avoir. Je pense qu'il faut être sensibilisé à certains trucs. Je pense qu'il y a des dangers, dans des travers dans lesquels il faut pas tomber. Après, c'est sûr qu'il faut aller demander de l'aide. Si on n'a pas, c'est demander de l'aide. À qui? Bah, des fois, des fois, je te disais que c'est souvent, des fois, des professionnels, hein, Mais parfois. quel professionnel? Ah, ok, non, c'est bon. Mais Professionnel, thérapeute, psychologue, est-ce que tu penses que ce serait des gens adaptés, tu sais, pour ça? dans certains cas. Dans certains cas. Mais Ok. il faut avoir une certaine ouverture aussi, parce Ouais. que euh, quand on est une famille chrétienne, on sait qu'il y a l'âme, le corps et l'esprit. Et pas forcément chrétien d'ailleurs seulement, mais parce que je pense que le commun des mortels l'a compris aussi, si bien que les gens sont beaucoup dans la spiritualité, mais ils vont chercher des clés aussi là-bas, hein, parce qu'ils ont compris qu'on était tout ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lieux adaptés, mais en même temps, il faut quand même quand on a des problématiques qui sont bien spécifiques, il faut pas hésiter à aller voir un professionnel. Voilà. Ouais, ok. Donc c'est tellement intéressant. Je pense que j'ai encore capté d'autres sujets là qu'on va pouvoir approfondir à d'autres émissions. Mais on va s'arrêter aujourd'hui. On pourrait parler pendant des heures, je pense, sur ces sujets-là. Mais on va s'arrêter là pour le moment. Donc là, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est vraiment les œuvres que Véronique réalise. Sa première œuvre a été le livre d'Annie L'Enfant du Pays sur le thème des Restavek. Et le deuxième livre a été La boîte à bébé pour parler des oppressions chez les enfants et parler des boîtes à bébé. Je vais te laisser parler un petit peu de ces deux ouvrages-là pour que nos lecteurs puissent comprendre de quoi on parle. Alors oui, le premier, effectivement, c'est sur les restes avec, sur un problème un peu tabou dans la société, les enfants qui sont utilisés comme domestiques. Moi, j'aime bien aussi parler des sujets qui sont un peu pas hors normes, mais qui sont un peu qu'on n'ose pas trop mettre en lumière, finalement, des sujets qu'on n'ose pas trop aborder, parce que ce sont des projets qui sont très d'actualité. Et puis j'ai trouvé aussi pourquoi j'ai fait des ouvrages, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup de support. Quand on veut ouvrir une discussion avec un enfant sur ce problème-là, on n'a pas de quoi appuyer c'est aussi très intéressant d'avoir des outils même au niveau professionnel pour pouvoir amorcer l'échange, parce qu'un enfant, on peut pas arriver de façon crue comme ça et puis arriver. On a besoin de supports et d'outils. Et en tant que professionnel, on utilise des supports et des outils dans le milieu séculier. Et j'ai trouvé que ça manquait cruellement d'outils. Alors, pour pouvoir aborder des sujets un peu difficiles ou pour simplement informer les gens, souvent la base, passer par un livre, passer par une histoire, c'est très 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 porteur et efficace, surtout quand on s'adresse à des enfants. Parce que mes livres, si tu as remarqué, c'est souvent pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes, parce que les adultes ont à connaître des problématiques, des choses qui existent et tout ça. Puis c'est moi ce qui me motive, c'est que ce soit les parents qui les lisent à leurs enfants, et puis que ce soit l'objet de discussion après, tu vois. Parce que c'est important que ce soit pas
juste une histoire qu'on lit, mais qu'après il puisse y avoir un échange et un débat Mhm. avec l'enfant. Qu'est-ce qu'il en pense, lui poser des questions, Ouais. tout ça. Et puis pour lui donner aussi d'avoir connaissance de faits de réalité, de faits divers, de choses qui existent, pour pas qu'il soit surpris dans le monde dans lequel on vit. Il y a des choses comme ça qui existent, tu vois. Mhm. Donc c'est un peu ça. Et puis l'autre, le deuxième, c'était aussi pareil, un sujet un petit peu tabou. On n'en parle pas trop des boîtes à bébés, Mhm. et on parle pas trop non plus des enfants qui ont des oppressions nocturnes. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en vois beaucoup. Et puis dans tous les milieux là. Voilà, des enfants qui font des cauchemars, mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour éviter ça en fait. Mhm. Mhm. Donc Donc, à travers ces livres-là, il y a des outils puis qui permettent aux parents et aux enfants de pouvoir trouver des solutions oui, finalement, des solutions, des conseils. des conseils. Oui, tout à fait. Et puis aussi, c'est comme je te disais, c'est un support. Donc ça Ouais. donne une occasion d'en parler, Ouais, tu vois, ouais. un prétexte pour en parler et puis d'informer nos enfants. Ouais. Merveilleux. Donc là, ces livres-là, vous allez pouvoir les trouver sur le site internet. Oui, www.desmotspourlesmots.com. Merveilleux. Et également dans les librairies chrétiennes CLSC. CLC, oui. CLC. Oh, Ouais. je me mélange toujours dans les mots. CLC. Ouais. Et là, la dernière chose que je voulais partager, c'est comment toi tu les appelles? C'est vraiment des cartes éducatives, hein, c'est ça? Ouais, c'est des jeux éducatifs pour enfants, Oui. pédagogiques et éducatifs. Alors évidemment, moi je trouvais que pourquoi j'ai créé ça, parce que Ah. premièrement, c'était des problématiques qui revenaient beaucoup chez les enfants que je rencontrais, et puis aussi parce que nos enfants chrétiens, des fois, ils ont besoin d'avoir des supports, des choses qui sont un petit peu adaptées à leur environnement pour Mhm. avoir des clés. Donc là-dedans, il y a des conseils, puis il y a aussi la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle nous donne beaucoup de clés Ouais. pour comment éduquer nos enfants. Et puis la parole de Dieu, par exemple, elle parle beaucoup de la colère. Comment Oui. est-ce qu'on aide un enfant à gérer la colère? Tout à fait. Moi, quand j'interviens avec les enfants, je parle pas forcément de Dieu, tu comprends? Oui. Mais je peux aussi parfois constater que les outils qu'on utilise dans le monde séculier sont limités. Mhm. Alors, j'ai aussi envie d'apporter ça parce que je pense que c'est quelque chose de supplémentaire que tu apportes à l'enfant. Après, c'est vrai que ça s'adresse à tout public. À tout le monde. Oui. Ouais, mais c'est aussi effectivement, c'est vrai que ça parle aussi de la parole de Dieu et ça donne Oui. des conseils Oui. et ça permet aussi d'avoir des échanges avec son enfant sur chaque thématique et de préparer l'enfant. Tu vois, par exemple sur les écrans, il y a plein de conseils par rapport aux écrans Mhm. et comment est-ce qu'on peut avoir une utilisation positive finalement des écrans, hein, et poser. C'est vraiment l'objet, c'est avoir un support, un prétexte pour discuter de certains sujets avec son enfant. Voilà. Et puis lui donner, et puis en tant que parent, ça parle aux parents et aux enfants aussi, dans les cartes. Ok. Hein. Donc ça donne aussi Donc, des c'est conseils aux vraiment, parents et aux enfants. Des cartes que les parents vont pouvoir utiliser avec leurs enfants pour établir un contact, avoir une opportunité de discussion. On parle d'émotions, d'anxiété, de colère, savoir gérer les écrans et également les accidents domestiques. Certainement qu'il y aura d'autres choses qui vont sortir du chapeau dans quelques mois, mais aux prochaines émissions qu'on aura avec Véronique, elle va pouvoir nous présenter ses prochaines œuvres. Alors, je te remercie infiniment pour ta présence, pour tes conseils, pour tes lumières et ta sagesse. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié ce temps et que vous avez pu apprendre des choses sur la relation parents-enfants. Il y aura d'autres sujets sur lesquels on va discuter prochainement et je vous invite donc à commenter, à partager. Il y aura toute l'information concernant les œuvres de Véronique sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ou de visualiser l'émission. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.